Allez, allez, plus vite! Pour la plupart d'entre nous, travailler, c'est en fait, d'une manière ou d'une autre, travailler avec les autres. C'est travailler pour les autres, par exemple pour un client, ou travailler pour un patron, ce qui n'est déjà pas rien, puisque ça désigne un axe important, je pense qu'il faut discuter, qui est la coopération verticale, qu'on laisse un peu de côté, moi-même j'ai laissé trop de côté pendant pas mal d'années, mais qui me préoccupe aujourd'hui comme un problème majeur justement du rapport au travail. Mais en plus, dans la plupart des cas, il faut travailler avec les autres au niveau plus horizontal, c'est-à-dire, disons, la coopération avec les collègues, la coopération avec les pairs. Il n'y a de possibilité, en somme, de travailler ensemble que si, à nouveau, on traite ce problème du décalage entre le prescrit et l'effectif. Le prescrit, ça s'appelle la coordination. Ce sont les ordres qui sont donnés par le management, par l'encadrement, qui dit, voilà, vous devez travailler ensemble en fonction de la répartition des tâches, l'assignation des responsabilités de chacun qu'on a fixé, nous, qui sommes le chef d'atelier ou la direction de l'entreprise, l'organisateur du travail, le service des méthodes. Enfin, il y a différentes personnes qui sont impliquées là-dedans. Si les gens respectaient exactement les ordres qui sont inclus dans la coordination, ça ne marcherait pas. Ça veut dire que collectivement, cette fois-ci, collectivement, et c'est évidemment ça le point important, il faut que collectivement, les gens réajustent la coordination pour en faire quelque chose qu'on va appeler maintenant et qui va prendre le nom de coopération. La coopération, c'est quoi? Alors là, on entre dans un domaine qui est quand même très compliqué, qui est que la coopération, ça veut dire en quelque sorte que les gens réajustent les ordres qui sont donnés collectivement, sous une forme qui est en fait une forme, après coup on se rend compte que c'est une forme très noble, qui est la règle de métier, ou les règles de travail. Il n'y a pas de coopération possible si les gens ne peuvent pas montrer aux autres comment ils travaillent, et si moi je ne peux pas savoir comment le collègue avec qui je bosse travaille. Il n'y aura jamais d'équipe, il n'y aura jamais de coopération si les gens ne savent pas ce que les collègues font. Or, compte tenu de ce que je viens de dire sur les contraintes de travail, les contraintes organisationnelles, et le fait qu'on est obligé de faire des infractions, c'est prendre un risque, toujours, vis-à-vis de l'ordre à l'intérieur de l'entreprise, ou l'ordre à l'intérieur du service, ou l'ordre à l'intérieur de l'administration, ou l'ordre à l'intérieur du service commercial, parce que je pourrais prendre ça aussi pour les gens qui travaillent dans le service des impôts. Eux aussi, ils trichent. Ou prendre les flics aussi, ils trichent. Alors quand même, c'est pas très facile de montrer comment on triche. Donc, montrer son travail, condition sine qua non du fait de travailler ensemble, il faut que je sache, il faut que les gens sachent exactement ce que les autres font, c'est forcément prendre un risque. Le risque de se faire sanctionner, parce que précisément, je fais des infractions. Quand bien même, ce serait pour bien faire. À quelles conditions vais-je prendre le risque de montrer, de rendre compte, de rendre visible ce qu'il n'est pas? Alors, la condition, il n'y en a pas, il n'y a pas de photo là-dessus, c'est très simple, il faut la confiance. C'est-à-dire confiance dans le fait que si je montre, de l'autre, je peux attendre un jugement, une réaction loyale. C'est-à-dire qu'il ne va pas profiter du fait que je vais avoir montré les infractions, les libertés que je prends avec le règlement, il ne va pas s'en servir contre moi, pour me dénoncer ou pour prendre un avantage sur moi. Trouver les formes dans lesquelles je rends visible ce qui est plutôt caché. 2, pour le faire, il faut qu'il y ait la confiance entre les gens. Et 3, ce qui est important, c'est qu'il faut que quand même d'une manière ou d'une autre, je le justifie. Pourquoi? Parce que, évidemment, à partir du moment où j'expose à l'autre, aux autres, ma manière de travailler, les autres, ils vont aussi avoir leur mot à dire, parce qu'ils ont aussi leur manière de travailler, leur propre intelligence et leur propre trouvaille. Donc, les différentes trouvailles de l'intelligence entrent en concurrence les unes avec les autres. Et elles ne sont pas forcément toutes compatibles. Tout l'enjeu de la coopération, c'est quand même d'arriver à faire un tri, faire un choix entre ce que l'on va garder et ce que l'on va récuser, ce que l'on va justifier et ce qu'on va condamner. Comme ça, on constitue ce qu'on appelle un accord entre les gens qui devient normatif. C'est-à-dire qu'il devient à partir de là quelque chose qui
s'impose en quelque sorte à tout le monde, pas seulement à celui qui a défendu ce point de vue-là, mais à tous ceux qui finalement s'accordent avec lui. Donc c'est un accord normatif. Quand on a un accord normatif, et puis un deuxième et un troisième, et qu'on articule ces différents accords normatifs sur la manière de travailler, on aboutit à ce qu'on appelle une règle de travail. Alors voilà, plusieurs règles de travail, et ça donne un métier. Et à ce moment-là, on a des règles de métier, qui est ce qu'il y a de plus, probablement de plus précieux dans l'expérience du travail, du point de vue de cette centralité politique. Les règles de métier. Parce qu'elles condensent, elles récapitulent toute l'expérience de délibération des gens collectivement pour trouver ces accords et finalement ajuster, réajuster progressivement les règles. Simplement, ce sur quoi il faut insister, c'est plusieurs points. Premier point, de quoi est faite cette discussion entre les collègues à propos des accords et des désaccords? Eh bien, on se rend compte que, et c'est très particulier, les arguments qui sont utilisés ne sont pas exclusivement des arguments techniques sur l'efficacité et l'inefficacité d'un mode opératoire. C'est facile à montrer, il faut constamment le justifier. Pourquoi faut le justifier? Puisque précisément, les raisons pour lesquelles je trouve que tel mode opératoire est plus intéressant, plus bon, c'est pas seulement parce qu'il est efficace, c'est aussi parce qu'il est plus juste. Il est plus juste vis-à-vis de la communauté. Moi, je sais qu'il y a des hommes et des femmes, et que pour les hommes et les femmes, le problème ne se pose pas de la même façon dans tel type de travail. Par exemple, sur la question du temps, des horaires. La question des horaires de travail ne se pose pas de la même façon pour les hommes et pour les femmes à cause des enfants, surtout quand c'est des femmes jeunes, etc. Et donc, l'argument, ce n'est pas seulement un argument en termes d'efficacité. C'est donc un argument aussi, par exemple, en fonction du sexe. Ça peut être en fonction de mon âge, ça peut être en fonction de mon savoir-faire, de mon ancienneté, de mon habileté. Ça peut être en fonction des maladies que j'ai eues, de mes antécédents médicaux, chirurgicaux. Ça veut dire que pour que des règles de travail, des règles de métier se constituent, des accords normatifs se fassent, il faut un espace dans lequel les gens peuvent opposer leurs opinions. L'opinion, c'est noble dans le travail. C'est ça qui est une découverte aussi de la clinique. Ça veut dire que et défendre son opinion, c'est pas non plus un cadeau de la nature. Il faut arriver à le dire, il faut arriver à le défendre, il faut arriver à controverser, il faut arriver à ne pas se capituler sur un point de vue qu'on tient pour juste. Et donc l'espace en question, dans lequel peuvent s'opposer, s'exposer, se controverser les opinions, c'est un espace qui est connu dans la théorie comme un espace auquel on donne le nom d'espace public. Voilà. C'est la théorie de l'espace public. Donc on se retrouve tout à coup au cœur même du travail, avec quelque chose qui est structuré comme l'espace public. Donc on ne peut pas appeler l'espace public parce qu'on est quand même à l'intérieur d'une organisation du travail, donc on pourrait appeler ça un espace de délibération. Et c'est vrai que de la qualité de la délibération dépendent les accords normatifs et finalement la qualité des règles, lesquelles règles de travail conditionnent la coopération. Ce que les gens font effectivement ensemble, ce n'est pas la coordination, c'est la coopération sur la base de référence des règles, des accords normatifs et des règles de travail. On se rend compte qu'au cœur même de l'organisation du travail, la coopération c'est quand même l'élément capital on pourrait dire de l'entreprise, du service ou de l'institution, d'administration. La coopération repose sur des compétences démocratiques à l'intérieur de l'organisation du travail. Plus les gens s'impliquent dans la construction des normes, dans ce qu'on appelle cette activité, ça s'appelle l'activité déontique, l'activité de production de règles. Cette activité déontique, plus ils s'engagent là-dedans, et plus ils accèdent, et plus ils font l'apprentissage de cette activité déontique, plus ils s'impliquent dans les affaires de la cité, et plus donc ils sont politiquement impliqués aussi dans la gestion des affaires de la cité. Donc ce point est très important parce que si dans certains cas le travail peut être l'occasion d'apprendre la démocratie, dans d'autres cas où tout ça est fermé, c'est-à-dire où on interdit la délibération, on est dans un système autoritaire à l'intérieur d'une organisation, on ne veut pas que les gens discutent. Et il y en a beaucoup d'exemples. Par exemple,
je me souviens encore dans l'industrie automobile, où on voulait tellement, de façon déterminée, que les gens ne discutent pas, et que justement ils n'assument aucune formation, production d'activité déontique, qu'on alternait sur une même chaîne des gens de nationalités différentes, pour être sûr qu'ils ne puissent pas se parler. Donc on mettait un Turc, un Portugais, un Yougoslave, un Maghrébin, les gens ne pouvaient pas parler. Donc on a en même temps, curieusement, que la théorie montre que pour qu'une entreprise soit sur des bases saines, il faut qu'il y ait de la coopération entre les gens. Cette coopération, dont par ailleurs tout ce que je viens de dire montre que c'est pas seulement donc du technique, mais c'est aussi des règles qui organisent le vivre ensemble. Parce que ces règles, c'est aussi des règles de sociabilité, des règles on travaille et voilà. Dès qu'on met quelque chose qui est de l'ordre de la morale, de l'éthique ou je sais pas quoi, avec ce qui est purement instrumental, de l'efficacité, de l'ordre de l'efficacité, on est dans quelque chose qui introduit le vivre ensemble là-dedans. Et donc la qualité de ces règles détermine non seulement l'efficacité de la coopération, mais également la capacité de vivre ensemble. Donc, alors même que c'est certainement ce qu'il y a de plus précieux pour une organisation à long terme, on sait qu'il y a des doctrines en matière d'organisation du travail qui veulent le plus possible contrôler ça et même empêcher ce travail de coopération, puisque d'une certaine manière, c'est forcément déléguer un pouvoir normatif, donc un pouvoir d'auto-organisation, on pourrait dire, par le bas, bottom-up, de l'activité déontique. Et ça, c'est une concession que beaucoup d'organisateurs ne veulent pas faire. Ils veulent au contraire dominer et avoir des gens le plus soumis possible, ce qui est à terme un contresens. Car encore une fois, si les gens sont vraiment soumis et deviennent vraiment obéissants, c'est foutu. Une armée dans laquelle les hommes obéissent aux ordres est une armée vaincue. Il faut interpréter les ordres. Et ça arrive que les gens perdent le zèle et font ce qu'on leur dit de faire. Donc le rêve de beaucoup d'organisateurs, c'est d'avoir des gens dont ils pensent que le mieux c'est qu'ils soient obéissants, alors même que s'ils étaient vraiment obéissants, ça ne marcherait plus. Donc il y a effectivement des tentatives en matière d'organisation du travail qui sont de contrôler, de surveiller et de casser.